auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en Pratique. Aujourd'hui, une petite revue de presse, nous allons aborder plusieurs thèmes, notamment deux thèmes principaux, à savoir d'un côté l'esthétique singulière du patrimoine urbain des villes taïwanaises et de l'autre les enseignements stratégiques des exercices militaires qui ont eu lieu à l'échelle nationale, voir un petit peu comment ça se passe, et ça se passe en ville, donc c'est intéressant de regarder ça aussi. Donc je l'ai dit, deux choses, patrimoine urbain, authenticité du quotidien, et de l'autre, défense, grandeur réelle. On commence tout de suite. On commence donc cette revue de presse en parlant de l'esthétisme taïwanais, ou plutôt d'un terme qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux et dans certains courants, qui s'appelle la sensibilité taïwanaise, sujet brûlant sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il y a le magazine Taïwan Panorama qui a voulu explorer la question, qui a fait plusieurs articles là-dessus. C'est assez intéressant de voir un petit peu comment est mis aujourd'hui l'esthétique taïwanaise, car je pense que le tourisme comprend que cet aspect un petit peu bordélique parfois des villes, mais avec des pépites par-ci par-là, eh bien aujourd'hui cartonne et ça marche beaucoup aussi en photographie, ça rend des images sublimes, notamment de nuit. Alors dans un des articles intitulé Esthétique taïwanaise, eh bien l'intro fait référence au mélange d'ancien et de nouveau à Taïwan, atmosphère décontractée et chaleureuse, et aussi on a concrètement des bâtiments anciens qui sont chargés de souvenirs, des structures en briques rouges, des croisillons décoratifs, des paysages urbains et des vitraux imprimés. Voilà un petit peu ce qui contribue à l'esthétique particulière et unique de Taïwan, et ce qui était peut-être pendant longtemps vu comme quelque chose de honteux et qui, au contraire, sous le regard des artistes, fait toute la force des paysages urbains taïwanais. Je trouve que c'est très beau, que ça soit mis en avant de plus en plus. Et ce sont beaucoup de touristes qui mettent ça en avant, qui font peut-être prendre conscience aux Taïwanais que toute cette esthétique urbaine a une vraie richesse et une vraie qualité. Et là où ça va encore plus loin, c'est que ces scènes de rues charmantes, nostalgiques, etc., eh bien l'article précise, ne vont pas mettre seulement un intérêt pour les touristes, mais viennent aussi attirer des célébrités coréennes qui viennent se prendre en photo, qui viennent prendre des photos à Taïwan. Il y a même des youtubeurs et des youtubeuses étrangères connues, comme la japonaise Mariko Okubo. Alors, on ne la connaît pas forcément dans le milieu francophone, n'est pas une immense star de YouTube non plus. Il faut imaginer qu'elle a environ 100 000 followers, je crois, sur Instagram et 170 000 sur YouTube. Mais voilà, il y a des YouTubeurs qui viennent s'inspirer de Taïwan et qui viennent mettre en avant les richesses de ces paysages que les Taïwanais trouvent ordinaires, mais que les étrangers vont trouver incroyables. Et il y a aussi des youtubeurs et des youtubeuses vietnamiennes, etc., qui ont fait des choses sur Taïwan. Donc l'article met tout ça en avant. Et il y a plusieurs sous-articles, parce que ça c'est la grande partie sur l'esthétisme taïwanais. Et celui que je trouve peut-être le plus intéressant des divers articles qui sont présentés, c'est celui sur les vitres taïwanaises qui sont un style ancien, avec du verre à motifs notamment floraux. Et ça fait partie de la mémoire collective de générations de Taïwanais. On voit ça souvent dans les vieux bâtiments. Ça se fait de moins en moins avec les grandes constructions, on va dire presque industrielles. Les logements qui sont faits à la chaîne, ces grandes tours de logements ne mettent plus ce vitre-là, qui mettent plutôt du double vitrage ou des vitres faites en industrie. Mais il y avait des fenêtres magnifiques avec des motifs floraux, ce qui font partie de cette sensibilité taïwanaise. Et donc ça revient beaucoup avec ce hashtag qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc il y a un article là-dessus qui vient décrire comment ces vitres viennent amener une atmosphère rétro, nostalgique, chaleureuse et quelque peu insouciante dans les paysages urbains taïwanais. Et c'est placé au même niveau que les briques rouges, parfois emblématiques de certaines époques à Taïwan, des cages de fenêtres avec des croisillons décoratifs, et aussi de ce mélange de contemporain et d'ancien. Eh bien, ces motifs-là viennent faire partie justement de ce qui est beaucoup photographié par des artistes ou des choses qui reviennent beaucoup sur Instagram. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça parle aussi beaucoup de comment les aménagements des logements sont faits et le rapport entre le privé et l'extérieur. Faut imaginer que c'est un verre imprimé, un verre qui est texturé et qui était largement utilisé dans les années 50 jusqu'à 80. Et donc c'est transparent, mais ça laisse entrer donc la lumière, mais on ne voit pas directement ce qui se passe à l'intérieur, avec toute cette notion de vouloir préserver l'intimité et tout ça. Et en plus d'avoir ce rôle comme ça d'accès à la lumière, mais de préservation de l'intimité, eh bien, il y a aussi un motif décoratif qui est essentiel, à la fois qui plaît à la fois à la personne qui est à l'intérieur, mais à la personne qui est aussi à l'extérieur et qui passerait dans la rue et qui verrait ces très belles fenêtres. Parmi les motifs les plus connus, il y a un motif qui s'appelle Haitang, qui
qui se traduirait par bégonia peut-être, il y a des motifs d'étoiles, de lignes, de losanges, de flocons, voilà, etc. Donc il y a plusieurs choses qui sont faites, parfois c'est même mélangé, etc. Et c'est réutilisé par des artistes. Alors il y a un article qui revient un peu sur toute l'histoire de ce verre imprimé, qui explique voilà, c'est qu'à la fin du 19e siècle que le verre a connu une avancée technologique significative avec l'adoption du fer, de l'acier, etc. Ça revient sur toute l'histoire du verre et que les vitres sont venues donner naissance à des innovations dans la fabrication. Nous, on connaît très bien des vitres très très emblématiques de nos patrimoines artisanaux qui sont les vitraux. Eh bien, à Taïwan, quelque part, c'est une forme un peu de vitrail, on va dire, si je pourrais dire, et j'exagère un petit peu, mais moi j'ai toujours vécu ça quand j'allais à Taïwan, de voir ce verre imprimé comme une espèce de vitrail pour monsieur, madame, tout le monde. Et là où c'est intéressant, et c'est pour ça que ça vient un peu des années 50, c'est que Taïwan a commencé à produire son propre verre plat comme ça, après la Seconde Guerre mondiale, et voilà, l'article revient un petit peu là-dessus, et que il y a plusieurs choses qui se sont développées à cette époque-là, et comme il y avait du verre produit localement, eh bien, il a trouvé sa place dans les divers secteurs de l'économie, l'automobile, la construction, l'ameublement, la décoration intérieure, etc. Et donc, il y a voilà, ces motifs-là qui se sont imposés aussi dans la construction du bâtiment. Et quelque chose peut-être d'aussi insignifiant soit-il, eh bien aujourd'hui, est une des composantes patrimoniales très très importantes et à mon sens très intéressantes qu'on peut trouver à Taïwan. Ça vaut le coup d'œil, donc si vous allez vous promener à Taïwan, je vous invite à essayer justement dans ces vieilles maisons, à essayer de les retrouver. Voilà, donc on a beaucoup parlé, je pense, suffisamment de cette notion d'esthétisme taïwanais. Il y a un autre article aussi qui revient notamment sur la place des influenceurs et des stars coréennes qui viennent à Taïwan parce qu'ils aiment les paysages et cette esthétique urbaine taïwanaise. Et ça, je vous laisse aller voir directement sur le lien qui est sur la page de l'émission. Je voudrais qu'on passe à un événement qui a lieu tous les ans, que vous connaissez peut-être si vous écoutez souvent RTI, qui sont ces grands exercices militaires qui ont lieu tous les ans à Taïwan, qui impliquent la société civile et qui ont notamment vocation à former, sensibiliser en cas d'attaque aérienne d'un pays extérieur et qui viendrait éventuellement tenter d'envahir Taïwan. On pense forcément à la Chine quand on est à Taïwan, mais ça forme en cas de situation de crise de manière générale. Avant tout ça, il y a une petite anecdote qui est assez amusante. Je vais vous mettre il y a la vidéo qui est sur la page de l'émission. Il y a un Français qui s'appelle Michel Degnaud, qui est un Français assez connu sur les réseaux sociaux et qui habite, lui, dans la ville de Kaohsiung, le port au sud de Taïwan, et qui, justement, en marge de ces exercices, a consulté la carte, la liste des abris anti-aériens qui sont disponibles sur une application gouvernementale taïwanaise. Et il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses erreurs, des incohérences ou des choses qui étaient fausses. Et il a contacté le conseil municipal de la super municipalité de Kaohsiung. Et tout ça, ça a été pris en compte. C'est même une information qui a été reprise par une chaîne d'information qui s'appelle Formosa Télé. Il y a même eu un sujet qui a été fait sur ce Français installé à Taïwan qui contribue peut-être à améliorer la précision d'applications gouvernementales comme ça. Donc je trouve tout ça toujours très intéressant quand la société civile, même des étrangers, peuvent venir conforter ou améliorer des techniques, des applications ou des politiques publiques qui sont mises en place. C'est toujours très amusant. Mais je voudrais alors qu'on revienne surtout sur un article du magazine Commonwealth qui s'appelle « Une nouvelle réalité émerge du plus grand exercice de défense de Taïwan ». Effectivement, le 17 juillet dernier, Taïwan a organisé ces grands exercices Hankwang. Là, c'était les 41e. Et là, il se trouvait que c'était le plus grand exercice de défense combiné militaire et civil jamais organisé à Taïwan. Et donc, ça se passait notamment dans les grandes super municipalités, à peu près, donc à Taipei principalement. Et là, cette année, il y avait une réflexion particulière qui était mise sur potentielle invasion qui concernait donc l'action militaire qui pourrait s'étendre des côtes jusqu'au centre urbain. Donc là, on parle justement de la défense tactique et de la préparation des citoyens au sein des grands centres urbains taïwanais. Et donc, au moment le 15 juillet, notamment, les comtés et les super municipalités de Taïwan ont dû participer à un exercice de résilience urbaine
en remplacement de l'exercice One Han initial. Et donc il y a eu l'arrêt des véhicules par les conducteurs au son des sirènes, de nouveaux exercices qui portent sur la distribution de fournitures pour les civils, l'organisation des postes de premier secours, la mise à l'abri, les évacuations qui ont été intégrées à tout ce grand programme général. C'est quand même intéressant de voir que les villes aujourd'hui, et donc les citoyens qui y habitent, sont censés se former et s'habituer comme ça à des potentielles attaques extérieures et à savoir s'organiser en cas de besoin de défense. C'est quand même quelque chose de très parlant dans une organisation urbaine, et ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, eh bien, vient conditionner la manière dont sont faites les villes taïwanaises. Alors je vous passe le détail de ces exercices sur RTI, on en a beaucoup parlé, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est ce qui se passe dans les centres-villes. Prenons un exemple qui est cité dans l'article. Mardi matin, des tirs résonnent dans les rues de Taipei. Le pont qui relie Banqiao à Wanhua, deux arrondissements de Taipei, sont le centre de l'exercice de défense. Cet ouvrage d'art, donc le pont, situé à seulement 10 minutes de route du palais présidentiel, est placé sous contrôle. Des bus servent de barricade, tandis que des blindés, des CM-32 Léopard des Neiges, assurent des tirs de suppression. On est clairement dans un exercice de guérilla urbaine autour d'une infrastructure en plein centre-ville. Et donc, d'habitude, les exercices se déroulent plutôt à proximité des ponts. Là, c'était sur le pont, avec un scénario où des envahisseurs viendraient et débarqueraient et arriveraient avec succès, partiraient des côtes de Taïwan et arriveraient en plein centre urbain. Donc tous les scénarios sont envisagés. Et donc il y a cette participation civile qui doit renforcer sa résilience. Les supermarchés doivent devenir des refuges. Et un autre point intéressant de l'exercice cité dans l'article, c'est que la participation active, pour la première fois, du secteur privé. Il y avait des employés de chaînes de supermarchés, PaySmart notamment, qui ont participé aux exercices de défense aérienne. Ils ont dirigé les clients vers des entrepôts souterrains qui ont été transformés en abris anti-aériens et ont procédé à des démonstrations de réanimation cardio-pulmonaire en direct. Voilà, vous comprenez que les villes taïwanaises doivent, et pour le moment, se préparent tout doucement à une potentielle invasion, et donc ça nécessite toute l'organisation de la société civile et d'utiliser la ville aussi bien que possible. C'est vrai qu'en cas d'attaque, les espaces publics privés, il y a des choses qui quand même évoluent, notamment les supermarchés, là typiquement. Eh bien, si ça peut devenir un abri anti-aérien, s'il y a des lieux où les gens peuvent se réfugier, eh bien, il faut que les choses soient prêtes, il faut que les gens soient prêts à réagir en cas de difficulté. Si vous voulez aller plus loin sur ces exercices, bien sûr RTI, on en a parlé. Je vous invite aussi à un autre article fait par Commonwealth qui est une retranscription d'une interview dans le cadre de leur podcast Taïwanologie. Et les interviews, notamment, c'est animé par Kwang Yin Liu, qui est du coup la journaliste de Commonwealth. Et elle a invité Sylva Che, qui est la correspondante de défense du magazine. Donc voilà, donc il y a une interview en profondeur sur cette question de la défense si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus. Nous arrivons de notre côté au terme de l'émission de cette revue de presse. J'espère que vous avez aimé un peu ces deux grands thèmes comme ça, un petit peu creusés plutôt que plein d'informations différentes. Je testais un petit peu un format de l'été, on va dire. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Rendez-vous sur la page, du coup, pour retrouver les articles, etc. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.